J'aimerais remercier Michael de Hope and Cope pour le magnifique pause de méditation que nous venons d'avoir. C'est une belle introduction à notre prochaine session qui s'appelle la santé sexuelle. Et ça fait partie des webinaires Prenez soin de votre corps qu'on a eu à l'intérieur de la conférence. Alors, je suis très heureuse d'être ici avec Dr. Anne Katz, qui est conseillère en sexualité et infirmière clinicienne agréée à Cancer Care Manitoba, à Winnipeg, au Canada. Le Dr. Katz est l'ancienne rédactrice en chef du Forum des infirmières en oncologie, le premier journal de recherche de la Société des infirmières en oncologie. Elle a été intronisée à l'American Academy of Nursing en 2014. Elle est l'auteure de 15 livres pour les fournisseurs de soins de santé et les consommateurs de soins de santé sur les sujets de la maladie et de la sexualité, ainsi que la survie au cancer. Son livre, la deuxième édition de Women Cancer Sex, a été publié à la fin de 2020. Bienvenue, Dr. Katz. On est très heureux de vous avoir. Oh, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. On est très heureux d'avoir une porte ouverte à cette conversation très importante. Alors, je pensais qu'on pourrait commencer en nous parlant de ton travail au jour le jour et des défis que tu as dans ton travail. Alors, je suis une infirmière enregistrée avec un doctorat. Alors, ça me donne une perspective sur les problèmes qu'un psychologue ou un travailleur social n'aurait pas à cause de mon background en soins infirmiers. En fait, j'ai pas beaucoup de défis dans mon travail. Je dis en fait à un patient aujourd'hui que souvent, quand quelqu'un me dit d'où est-ce que tu travailles, ah ben je travaille à Cancer Care Manitoba, ils ont le comme oh, ça doit être tellement difficile. Et en fait, en tant que sexologue, non. Je vois des gens, des individus, souvent des couples, quand ils sont passés à travers le chaos, le trauma d'un diagnostic et d'un traitement, et quand ils veulent parler de sexe, ben on sait qu'ils sont de l'autre côté de tout ça. Ils veulent juste que la vie soit comme c'était avant, même avec les traitements associés même avec les défis associés au traitement du cancer. Alors, je vois ça presque comme une bénédiction. Je le fais depuis plus de 20 ans et je sais que c'est quelque chose de nouveau pour mes patients à tous les jours. Anne-Marie, merci. Quelle belle façon de commencer la session. Alors moi, j'aurais pensé que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans la perspective du traitement, dans le continuum de soins pour le cancer. Est-ce que c'est petit, médium, gros? Alors, à quel point est-ce qu'on en parle? C'est pas très discuté ou on n'en parle pas très souvent. C'est malheureux. Alors, j'ai aussi passé les dernières 20 années à éduquer les professionnels de la santé en les encourageant de le discuter avec les patients. Parce qu'on parle des choses, toutes les choses dégueulasses, la diarrhée, on parle de fissures, on parle de sujets très sensibles, mais je pense que les professionnels de la santé, on amène tout notre propre bagage aux soins de santé, puis il y a des gens qui ils trouvent pas que c'est facile de discuter. Alors, je passe beaucoup de temps à éduquer les professionnels de soins de santé en oncologie pour trouver les mots, trouver une structure pour commencer la discussion. Parce que honnêtement, ce que les gens veulent, c'est la normalisation et la validation que ce que eux, ils ont, ce qu'ils font, qui sont pas les seuls. Anne-Marie? Alors, en tant que patiente, qu'est-ce que je devrais m'attendre de mon professionnel de soins de santé pour ce qui est de conseils ou est-ce que le donneur de soins, est-ce qu'il nous transfère juste à quelqu'un comme toi? Alors, dans le meilleur des mondes, il devrait référer à moi parce que là, au moins, l'individu ou le couple va avoir de l'aide. Alors, moi, je veux voir chaque oncologiste, que ça soit l'oncologiste, le radiologiste, un chirurgien. Ben, je suis pas sûr que ça va être très facile en chirurgie, mais certainement les infirmières, d'être capables de donner des conseils anticipatoires, de dire quelque chose comme, OK, ben, un des effets secondaires de la chirurgie que tu vas avoir
pour ton cancer du côlon. Ça pourrait être des changements dans comment tu vois ton corps ou ton habileté à être sexuel. Est-ce que tu as des questions? Comment est-ce que je peux t'aider? Tu sais, est-ce que tu as des questions? C'est facile de dire non, alors on demande de donner des questions ouvertes, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est quoi tes inquiétudes? Euh, et très souvent, le patient va peut-être être surpris que quelqu'un mentionne ça, mais peut-être qu'ils vont revenir avec une question. Alors, c'est important de ouvrir la conversation, puis je pense que c'est la responsabilité du donneur de soins. Nous, on prescrit les traitements, on fait la radiation, on fait la chirurgie, puis si on parle des autres effets secondaires, il faut parler de ces effets secondaires-là aussi. Anne-Marie, alors c'est pas un effet secondaire qui est souvent sur le radar, mais honnêtement un des plus importants. Alors j'aimerais parler de quelque chose que tu as parlé. Alors comment les gens voient leur corps? Alors c'est quoi les problèmes les plus récurrents qu'on voit pour les gens qui ont eu un traitement? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur propre corps? Qu'est-ce qu'on leur dit pour l'image corporelle? Puis comment est-ce qu'on fait pour passer outre les perceptions qu'elles ont? Alors, le plus commun, c'est certainement avoir une stomie. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut causer beaucoup de détresse. Il y a la peur que quand ils sont avec leur partenaire va être, vont trouver ça dégueulasse, de ce qu'il y a dans le sac va exploser, va tomber, il va avoir une sorte d'accident. Alors, certainement, les thérapeutes stomiques ou les infirmières stomiques sont très utiles comme ça parce qu'elles ont une main. Toutes les trucs, les techniques, toutes les différentes choses qu'on peut avoir et peuvent être utiles pour ça. Alors certainement porter un élastique, une espèce de bande élastique, un peu comme un cummerbund, peut aider à garder le sac. C'est même possible de mettre un bouchon et ne pas utiliser un sac. Alors, il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire. Mais il y a aussi des choses plus subtiles, des défis plus subtils. Par exemple, n'importe qui a été sur des stéroïdes, ils vont avoir une prise de poids très significative. Alors, ils vont avoir des vergetures. Généralement, ils ne parlent pas et ça va rester là. Ils vont changer de couleur, mais ils restent là. Alors, une cicatrice chirurgicale peut certainement avoir un impact. Plusieurs années, j'ai en fait parlé à un jeune homme qui était gay dans sa trentaine et il disait que quand il allait à la plage, il fallait qu'il porte un t-shirt parce qu'il avait une grosse cicatrice le long de l'abdomen et il était très gêné de ça. Et il disait, et en fait, j'ai un background en VIH et SIDA, et quand il était très 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 malade et il avait perdu beaucoup de poids, il devenait très isolé parce qu'il voulait pas sortir parce que les gens penseraient qu'il avait le VIH ou le SIDA. Alors, il y a toutes sortes de nuances à l'image corporelle. Certainement pour les femmes, c'est une grosse chose. L'altération de la... Parce que la société nous dit qu'on doit avoir l'air d'une certaine façon et souvent on n'accepte pas et on célèbre pas ce que nos corps peuvent faire versus ce qu'ils ont l'air. Et ça, c'est un changement ou un saut de façon de penser parce que c'est ton corps. Et c'est le seul que tu vas avoir. Alors, est-ce que les gens font cette connexion-là entre je me sens comme ça et j'ai l'air de ça, comment je vais arriver à l'autre côté de ça? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est pas aussi facile que de dire, ben, il faut s'accepter puis il faut juste le faire. Ou est-ce que c'est aussi facile que ça? Non, non, c'est pas facile. Et je trouve aussi que des amis, la famille vont dire des choses comme, ah, mais t'as l'air super. Puis en fait, ça n'a aucune importance. L'important, c'est comment les gens se sentent à propos d'eux-mêmes. Alors, je parle et je prends du temps. Est-ce que tu as discuté avec ton partenaire? C'est très difficile pour les gens qui n'ont pas de partenaire, qui sont célibataires. Et vraiment, le gros défi de trouver un nouveau partenaire, quand est-ce qu'on dit à quelqu'un, qu'est-ce qui arrive si cette personne-là arrête après une rencontre de t'appeler? Ou tu sais, c'est pas toi, c'est l'autre personne qui peut-être ne sait pas comment gérer ça.
Puis des fois, les choses ne cliquent pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis. Anne-Marie? Oui, il y a des questions très importantes ici. Tu parles d'expérience dans la communauté gay et il doit avoir des problèmes différents pour les couples de même sexe versus d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de ça et certaines situations que tu as vues et peut-être des conseils spécifiquement pour des couples de même sexe? Particulièrement s'il y a eu un cancer anal. Oui, alors là, on parle d'hommes qui font l'amour avec des hommes ou des minorités sexuelles mâles. Alors les termes ont changé, mais si le couple, si le couple ou si un homme fait du sexe anal, et il y a un problème là, parce que des fois, les gens ont une présomption que c'est ce que les hommes font dans le lit, et c'est certainement pas pour tout le monde, mais si c'est quelqu'un qui est le partenaire réceptif de les relations anales, et le cancer anal qui va souvent avoir l'anus qui est tellement fermé, alors c'est un gros, gros problème. Et les gens peuvent pas nécessairement changer qui ils sont en tant que personne sexuelle et devenir le partenaire qui insère. Alors, ça, c'est quelque chose qui est en fait un gros, gros défi. Et ça prend du donneur de soins, du thérapeute, ça prend de la sensibilité, faut être ouvert, faut être honnête de ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas, poser des questions de façon euh, calme, expliquer qu'il faut le savoir. C'est pas une question de curiosité ou de voyeurisme, mais pour trouver des solutions, des résolutions, faut savoir ce qui se passe. Mais ultimement, les gens sont des gens et on aime qui on aime et, et ça doit être accepté. Alors, l'habilité d'être vulnérable avec le partenaire. Alors ça, c'est des éléments clés de l'intimité. Alors quand j'entends quelqu'un dire l'intimité, alors les patients vont dire, ben on a un problème avec l'intimité. Et ma première question, c'est, est-ce que vous sentez la connexion émotionnelle? Puis ils vont dire, bien sûr. Alors, il n'y a pas de problème avec l'intimité. C'est peut-être juste un problème sexuel et c'est différent. Et on utilise l'intimité comme euphémisme. Et ça, c'est pas utile pour moi dans ce que je fais et mon travail. Alors, si quelqu'un me parle, faut me parler simplement. Anne-Marie, j'adore la façon dont tu dis ça parce qu'il y a les défis physiques d'une relation sexuelle et ensuite, il y a, je vais peut-être dire les défis émotionnels ou les défis plus mentaux. Euh, je, tu sais, si on entend j'ai peur après ma chirurgie. Alors, une partie de ton travail, ça doit être de séparer ce qui est mental et ce qui est physique. Ben, on peut pas toujours les séparer, en fait. Alors, la connexion de l'esprit et du corps est très, très granulaire. Et certainement, ce que je trouve et ce que je discute le plus souvent, c'est la communication. Alors, quand on arrive à un problème, le couple doit se parler et c'est pas nécessairement facile de parler des sujets sensibles. On a tendance à dire des choses de façon gardée parce qu'on veut pas faire mal au partenaire ou on fait des présomptions sur ce que l'autre pense. On fait tout ça et tu sais, je pense qu'on a tort à peu près 80% du temps. Puis le plus longtemps on est avec quelqu'un, le plus on va faire ces présomptions-là. Alors, je passe beaucoup de temps à demander au couple de se parler de façon vraie en utilisant des phrases qui commencent avec le je. C'est pas tu me fais sentir. Et ça, les gens deviennent défensifs et c'est pas constructif. Alors, je me sens triste quand je vois ce qui est arrivé dans notre relation depuis ma chirurgie, chimiothérapie, peu importe. C'est beaucoup plus facile à avoir une communication facile avec ça et un partage plus que un conflit verbal.
Oui, et tu as aussi mentionné que c'est bien d'avoir un partenaire avec qui communiquer, mais dans les circonstances où on n'a pas de partenaire et on fait juste revenir sur la scène célibataire ou quelque chose comme ça, comment est-ce que la conversation évolue? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un que c'est tout sur leurs épaules? Oui, c'est vraiment difficile. Et une fois, et en fait, j'ai posé cette question-là souvent. Quand est-ce que, ou je l'ai entendu souvent, quand est-ce que je dis à quelqu'un que j'ai une partie de mon corps qui manque, que j'ai un sac, etc. Alors, j'ai posé la question à travers leur vie. Comment est-ce que t'en discutes? Quand est-ce que discutes? Et il y a beaucoup de variations. Mais une jeune femme avec le lymphome m'a dit que elle ne dit pas la première fois. Alors, naturellement, avec le COVID, il y a eu des changements avec comment on rencontre quelqu'un, mais on peut traduire ça à, tu sais, une rencontre en ligne. Alors, juste parler à quelqu'un sur un chat vidéo, je pense que ça donne un peu d'ouverture à vraiment dire les choses tôt. Ah, tu sais, en fait, voici ce qui m'est arrivé. Et ensuite, si on ne revoit plus la personne jamais, faut juste pas le prendre personnel ou essayer. Surtout pour les jeunes qui peut-être ont jamais connu quelqu'un avec le cancer, ça peut être un choc parce que parce que peut-être il n'y a pas de signe visible sur l'écran que l'historique de cancer. Alors ça peut être un choc. Et les gens souvent ne savent pas quoi dire. Alors ils ont peur de dire la mauvaise chose. Alors ils font juste rien dire. Et je pense que les gens ont une attente de comment les gens devraient agir après qu'on leur ait dit. Puis c'est pas fair toujours. Alors la fille m'a dit, après la première date, je leur dis pas, c'est juste un café, c'est la première fois que je les rencontre, j'ai pas besoin de m'ouvrir autant que ça. Elle pensait que la deuxième rencontre ou le deuxième rendez-vous ou souper était un meilleur temps pour discuter parce que il y a peut-être le début d'une connexion. Après la troisième, quatrième, cinquième, on commence à sentir comme si on cache quelque chose. Très intéressant. Oui, alors ce que je pense qui est très important, c'est de vraiment se créer une peau un peu plus dure et de réaliser que c'est pas à propos de toi, c'est juste l'autre personne ne peut pas gérer ça. Puis ça dit plus à propos de eux que ça dit à propos de toi. Tu sais, il y a pas de bonne façon de répondre à j'ai eu le cancer l'année passée ou ça, c'est pas mes vrais cheveux. J'ai eu de la chimiothérapie. C'est quoi la bonne réponse à ça? Alors, la personne à qui tu parles, peut-être ils ont perdu un parent, un frère ou sœur au cancer. Alors ça va avoir une influence sur leur réponse. Alors ça, c'est vraiment une situation qui est très pleine de dangers potentiels et plein d'opportunités de mettre son pied dans sa bouche. Oui, puis c'est imposant parce que peu importe si on parle avec quelqu'un d'autre, c'est aussi de trouver sa propre confiance, sa propre voix. Est-ce que c'est ça la première étape? C'est quoi les choses que tu dirais aux gens pour qu'ils trouvent leur voix et qu'ils puissent s'exprimer dans cet espace-là? La pratique. Pratique avec un ami proche. Pratique de juste dire les mots. C'est la même chose que je dis aux médecins, aux professionnels qui ont peur de dire la mauvaise chose. Ils savent pas comment commencer la conversation. Je leur dis, pratiquez-vous devant un miroir. Pratiquez-vous devant un ami, un collègue. Si il faut pas nécessairement utiliser des mots comme sexe ou pénis ou vagin. Vous pouvez commencer la conversation comme comment vont les relations. Et quand les patients vont être prêts, ils vont répondre, ils vont dire, ben, en fait, les gens sont pas, les choses sont pas exactement pareilles. Bon, ok, alors peux-tu m'en parler plus, me donner plus d'informations? Puis peut-être que cette conversation-là va arriver comme ça. Peut-être on peut faire le pont vers le physique, les choses physiques que les gens ont. Alors, est-ce que c'est normal pour
un jeune homme d'avoir de la dysfonction érectile après la chirurgie? Et quels seraient les conseils à donner à un homme dans cette circonstance-là? Oui, alors la chirurgie pour le cancer colorectal est souvent très brutale. Euh, En fait, un collègue chirurgien m'a dit ça et ils vont souvent aller profond dans l'abdomen et les nerfs qui sont responsables pour les érections et tu sais, l'érection est souvent c'est vasculaire et aussi nerveux. Alors, les nerfs qui causent les érections vont peut-être être dans le champ chirurgical, vont peut-être être détruits. Alors, les problèmes d'érection vont peut-être... c'est extrêmement courant après une résection. Alors, heureusement, on a un arsenal de choses qu'on peut faire pour aider. Alors, la médication orale peut certainement aider. Il y a une pompe. Alors, j'aime pas beaucoup, c'est très mécanique puis un peu intrusif. Il y a des injections péniennes. Quand je parle de ça aux hommes, je vais souvent dire, est-ce que tu viens de croiser tes jambes? Parce que je pense qu'il y a personne qui pense qu'ils vont être obligés de faire ça un jour, mais c'est très, très, très efficace. L'autre chose qui arrive, c'est que les hommes sont très anxieux à propos de leur habileté à performer. Et le plus d'anxiété qu'ils ont, le moins ils vont pouvoir le faire. Parce qu'il y a une chose qui s'appelle l'anxiété de performance. Et encore une fois, c'est le cerveau, l'esprit, puis c'est tellement important. Le plus d'anxiété qu'on a, le pire ça va être. Mais certainement, demander pour de l'aide, c'est incroyable que les hommes, on leur dit pas que ça pourrait être un résultat de la chirurgie. Merci de partager ça. Également, de l'autre côté, c'est les femmes en ménopause. Euh, il y a déjà un impact à cause de la ménopause sur la libido, le désir, etc., etc. Et à rajouter le cancer, c'est encore plus difficile. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? Alors, la première chose que je dois savoir, c'est exactement où est-ce que la femme a de la douleur, pas l'inconfort, la douleur et la sécheresse, qui est souvent la source de la douleur. Alors, même si c'est dans la parlance, tout le monde parle du vagin. Le vagin est un organe interne, pis c'est souvent pas où il y a le problème, c'est souvent externe, c'est la vulve. Alors, j'essaie d'introduire le concept de la vulve parce que je pense que c'est le mot le moins utilisé du langage en anglais, en français ici. Alors, il y a différentes stratégies ou facteurs qui peuvent aider. Peut-être elle a juste besoin d'un lubrifiant, peut-être un meilleur lubrifiant, peut-être juste il y a des gens qui utilisent encore le KY et ça, c'est le lubrifiant des grands-mères. Il y a des produits encore meilleurs aujourd'hui et je passe beaucoup de temps à parler de ça. Euh, la plupart des femmes qui ont un cancer colorectal sont pas affectées ou vont pas associer la production d'estrogène avec les facteurs hormonaux. Alors, il n'y a pas de raison pourquoi une femme qui a la sécheresse vulvo-vaginale, on les met ensemble, pourquoi ils peuvent pas utiliser un estrogène local, une petite tablette qui est rentrée dans le vagin. Alors, il y a vraiment aucune raison pourquoi elles ne devraient pas être en train d'utiliser ça. On sait qu'après la ménopause, les femmes vont avoir des infections urinaires. Puis ça, c'est la perte de collagène qui soutient les tissus de l'architecture pelvienne. Et le collagène est dépendant de la production d'estrogène. Alors, les femmes qui ont les symptômes de ménopause, alors il y a vraiment de l'aide, il y a des produits qui peuvent être utiles et qui peuvent vraiment aider avec la souffrance qui vient avec. Oui, et j'aime beaucoup ton point sur le KY, c'est vraiment la solution de ta grand-mère. Et je pense que les gens qui écoutent, peut-être tu fais partager certaines solutions qui sont utiles à ce point-ci.
Oui, alors les meilleurs lubrifiants sont faits avec du silicone. C'est pas le silicone dont on a peur. Les lubrifiants de silicone ne sont pas absorbés du tout. Ils restent sur la peau. J'encourage les femmes à utiliser ça sur la vulve pour n'importe quel toucher sexuel parce que si la vulve est sèche, le toucher va être il va avoir de la douleur. Et là, en plus, les muscles pelviens vont se contracter comme protection. Et les lubrifiants à base de silicone qui étaient avant étaient seulement dans les sex shops, maintenant sont disponibles dans les pharmacies, juste sur l'étagère. Alors, souvent, les gens commencent avec quelque chose basé avec de l'eau, fait avec de l'eau. Et il y a des lubrifiants qui n'ont pas de parabènes, pas de glycérine, pas de glycol. Puis ça, c'est des additifs, puis ils sont vraiment pas bons. Ils causent l'irritation. Faudrait jamais utiliser quelque chose qui est, qui refroidit, qui chauffe. Puis tu sais, il y a des choses qui causent des explosions. On le voit à la télé, là. Tu sais, ça cause toutes sortes de choses. Puis ça, c'est des irritants. Les choses qui goûtent la fraise ou qu'il y a du glitter mauve dedans. Faudrait éviter ça à tout coup. Et une des choses que je fais, en fait, j'ai un pamphlet pour mes patientes que je leur donne pour qu'ils puissent avoir une photo de ce qu'ils veulent quand ils vont à la pharmacie parce que je sais pas si quand la dernière fois que toi t'es allé à une pharmacie avec les lubrifiants, il y en a comme 80 maintenant. C'est incroyable combien il y en a. Alors, n'importe quoi qui a un X sur la bouteille ou sur la boîte, ne l'achetez pas. Alors, les gens ont besoin de conseils. Je suis tellement d'accord. Et si tu es ouverte, on aimerait partager ce sommaire que tu as. Puis on peut le mettre en PDF pendant la session si tu es ouverte à ça. Oui, 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 absolument. Alors, ça peut pas être copié, puis c'est juste pour usage personnel. Mais si tu veux le partager avec un ami, oui, oui, oui. Et docteur, quand tu dis 80 produits plus de disponibles, alors juste les outils comme ça pour aider les gens à trouver ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin, ça serait très utile. Absolument. Alors j'aimerais revenir à la question pour un couple. Un couple qui recommence à approcher le sexe après le traitement d'un des deux. Euh, alors, à l'extérieur de la conversation que tu as suggérée, c'est quoi les autres choses que tu aimerais dire aux gens pour l'espèce de retour? Alors, une des choses que je discute avec les couples, alors on commence avec la communication. Faut dire au partenaire qu'est-ce qui a changé, c'est quoi les bonnes sensations, c'est quoi les mauvaises sensations, puis il faut un peu d'exploration avec soi-même. Les choses changent. Quelque chose qu'on aimait il y a 2 ans n'est plus bon aujourd'hui. Alors, avec les couples, je vais leur dire, tu sais, pour les prochaines 4 semaines, vous allez pas essayer d'un sexe pénétratif. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de passer du temps ensemble avec juste des touchés sensuels. Trouver qu'est-ce que ton corps ressent pour le partenaire aussi. Parce que on est des créatures d'habitude et on tend à faire les mêmes choses continuellement. Et quand il y a des changements, des fois, ça peut causer de la douleur ou de l'irritation ou des fois, pour quelqu'un, juste une dissociation, en fait, où on déconnecte de notre corps parce que la sensation est pas du plaisir. Euh, alors, honnêtement, la communication, si on ne dit pas au partenaire, tout le monde a besoin d'une carte. Quand on va quelque part où on n'est pas allé avant, on a besoin d'une carte. Alors, la communication est tellement importante. Fantastique. Alors, quand ça vient au désir, euh, euh, plus que juste comment on voit notre corps, ça doit être un défi aussi. Alors, quelqu'un qui est passé à travers quelque chose de très difficile dans leur vie, ils reviennent
à un certain niveau normal, peu importe ce que c'est. Alors, la libido, le désir sexuel, peut-être c'est pas une priorité pour certains ou c'est juste pas là. Oui, alors une, il y a une différence entre désir et libido. Alors, il y a en fait une grosse connexion, puis je sais que j'ai dit le contraire, mais la compréhension de la réponse sexuelle est très basée sur Masters and Johnson sur les années 50 et 60, et ils avaient une façon très mécanique et mâle de voir la réponse sexuelle, et ce qu'ils ont oublié, et en fait, c'est que ça commence avec ça commence avec la libido, puis ça finit avec l'orgasme, quand le sang ressort. Alors, ce qu'ils ont oublié, c'est le désir. Alors, le désir fait partie du cycle de réponse. Et ça nous a amené à beaucoup de troubles. Parce que les gens avaient une attente que on marche dans un état de désir tout le temps. Et ça arrive seulement au début d'une relation. Quand il y a ce qu'on appelle tu sais, on peut pas se passer de la personne, on y pense tout le temps, on veut les toucher tout le temps. Et heureusement ou malheureusement, ça dure pas très longtemps parce que, ben, tu sais, la vie arrive. Et si on attend pour le désir, des fois, on peut attendre pour très longtemps. On sait que pour les femmes, le désir est souvent réactif ou une réponse versus être spontané. Les hommes ont tendance à avoir un niveau de désir plus spontané, mais pour les femmes, surtout quand on a passé à travers quelque chose comme le cancer, et peut-être le désir peut être connecté à l'anxiété, la peur que vous êtes plus, qu'on ne te désire plus parce que le corps est différent. Alors, pour les femmes, et ça c'est du travail qui vient de l'Université de Colombie-Britannique et Dr. Rosemary Basson, pour les femmes, le désir est plus une réponse. Et la réponse a rapport avec la libido. Alors, j'explique ça au couple. Alors, si on est dans une relation sécuritaire où c'est correct de dire non, alors il n'y a pas de grosses répercussions à dire non. Mais si tu es dans une relation sécuritaire, on commence. Alors, les bécos, ce qu'on appelle les préambules, mais le foreplay. Mais ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui vient après. Puis il y a des gens, il n'y a rien après. Il y a juste ça. Alors, j'aime pas ça utiliser ça. Mais pour les femmes, on commence avec bécoter, le touchage. C'est pas nécessairement les seins ou les parties génitales. Ça peut être le cou, peu importe ce que les gens font. Ça, c'est souvent où le désir de réponse arrive. Et ça, c'est connecté à la libido. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, je vais me contredire, parce que le désir est une fonction dans le cerveau, c'est une émotion, c'est un sentiment. Ouais, la libido, dans la forme la plus pure, c'est vraiment le sang qui descend dans les parties génitales, ou le arousal. Alors, comment est-ce que c'est différent? Comment est-ce que le cancer impacte la libido et le désir? Alors, le cancer peut avoir un impact sur la libido au point de vue physique, anatomique et hormonal à cause du traitement, que ça soit du tissu cicatriciel ou un dommage au nerf ou tu sais, par exemple, ce qui peut endommager la capacité à quelqu'un d'avoir une érection. Alors, la chimiothérapie, donc la production d'estrogène, il n'y a plus de lubrification, ce qui rend la pénétration, le toucher douloureux. Alors, le désir, c'est souvent lié à quelque chose comme l'image corporelle. Est-ce que mon partenaire me veut? Comment est-ce qu'il peut me vouloir quand j'ai tellement d'altérations, je suis changé, ou j'ai un sac, ou j'ai une immense cicatrice? Alors, c'est vraiment les choses éphémères qui viennent et qui viennent avec le désir.
Alors, je veux juste poser la question, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes pour ce que j'appelle la sexualité, la réponse sexuelle après le cancer? C'est tellement une question intéressante parce que souvent on parle de sexualité mâle comme étant un on-off, un allumé-éteint. C'est vraiment binaire. Versus les femmes, on pense quelque chose qui a des boutons, des switches, des ci, des ça, tellement complexe. Après 20 ans de travail, je peux vous dire, la sexualité mâle est aussi complexe. Ce n'est pas juste un on allume ou on éteint. Les hommes ont des sentiments, ils ont des peurs, des anxiétés, ils ont les mêmes problèmes que les femmes ont. Est-ce que ma partenaire me désire? Est-ce qu'elle me veut encore? Qu'est-ce que eux veulent de moi maintenant? Alors, il y a plus de similarités que de différences. Merci. Alors, je dois croire que tout le monde ici aujourd'hui pense comment est-ce que je rejoins quelqu'un comme Dr. Katz? Parce que d'abord, tu es quelqu'un d'inspirante, tu es incroyablement connaissante. Euh, Comment est-ce qu'on trouve des gens comme toi, peut-être pas toi, mais des gens comme toi qui peuvent offrir de l'assistance avec quelque chose dont on parle pas assez quand ça vient au cancer? Alors ça, c'est la question la plus difficile qu'on me pose. Alors, avant le COVID, je voyageais beaucoup à travers les États-Unis, l'Europe, peu importe. Et on me pose toujours, comment est-ce qu'on te trouve? Alors, je pense pas qu'on a besoin de clones de moi, mais certainement, je pense qu'il peut y avoir des infirmières qui sont intéressées, qui vont en parler. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que dans la recherche, c'est que les donneurs de soins en oncologie, ils demandent toujours que les patients posent la question en premier, parce qu'on veut pas être vu comme, tu sais, de rentrer dans quelque chose de très privé des gens, voyeurs presque. Et les patients pensent, eux, ben, les oncologues m'ont parlé de tous les effets secondaires, alors ils me diraient s'il y avait un problème. Alors, le résultat, c'est un grand silence. Alors, je crois que les donneurs de soins ont une responsabilité de donner, anticiper et d'ouvrir la conversation parce que nous, on prescrit les traitements qui causent les problèmes. Et franchement, on doit mettre nos culottes et en parler. C'est incroyablement utile et renforçant de parler avec les patients. J'apprends tellement tous les jours des patients. J'espère ça me rend une meilleure personne. Alors, c'est vraiment un champ riche. Alors, ça pourrait être un travailleur social qui est intéressé. Il y a d'autres ressources pour eux de s'éduquer. De la même façon que moi, je me suis éduqué. Alors, je m'attends pas qu'une infirmière de première ligne puisse faire la même sorte de thérapie que moi je fais, mais certainement donner de la guidance anticipatoire, normalisation et validation de l'expérience des patients. Comme ça, ils ne se sentent pas seuls. Travailleurs sociaux ont des fois un intérêt. Il y a certainement des gens en médecine sexuelle partout dans le pays. Ça, c'est des médecins qui ont fait plus d'éducation. Et certainement, il y a des programmes. Et je sais, Tom Baker a un programme. Je pense que ça fait partie d'un programme avec les survivants où il y a des gens qui peuvent être utiles. PMH a des gens. Alors, certainement, il y en a, il faut juste poser la question et demander. Oui, j'allais dire, les gens ont juste besoin de prendre charge en général et de parler du sujet. J'adore le fait que tu as écrit des livres dans ce champ-là. Alors, Women, Cancer, Sex, ça c'est un des livres que les gens peuvent trouver en ligne s'ils veulent des ressources aussi pour lire plus à propos de ça. Oui, il y a aussi un livre qui s'appelle Man, Cancer, Sex. Alors, c'est écrit pour des individus
qui sont passés à travers l'expérience. J'ai en fait un livre qui sort en novembre pour les gens qui aiment un homme avec les cancers de la prostate. Alors, il y a des similarités entre le cancer colorectal, cancer de la prostate. Alors ça, c'est un nouveau livre au mois de novembre. Alors, des belles ressources pour tout le monde. Alors, ça a été vraiment 40 minutes les plus intéressantes que j'ai passées. Alors, merci beaucoup pour vraiment une conversation très énergétique, très ouverte sur un sujet tellement intéressant. On adore amener cette information-là à notre communauté. Alors, en fait, on va prendre des questions maintenant. Et il y a plusieurs questions qui sont rentrées. Alors, je vais les poser dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Parfait. Merci de
c'est correct qu'un individu traité pour le doit être capable de, des fois, rassurer, qui des fois n'est pas fair, mais n'importe quelle réponse n'est peut-être pas ce que... Oui, alors j'adore ce point parce que on prépare à dire à quelqu'un, mais on se prépare pas à la réponse qu'on va avoir de quelqu'un. Alors, faut y penser. Alors, avoir la conversation planifiée avec un collègue fait beaucoup de sens. Et je pense que avec des amis, déjà avec des relations, on doit aussi être, faire très attention de notre réponse quand quelqu'un nous dit qu'ils ont le cancer ou quand ils ont un diagnostic, parce que des fois, les gens vont dire quelque chose comme «Oh, c'est vraiment poche, j'ai un ami» ou «Moi, j'ai eu quelque chose». Euh, Puis c'est pas du tout similaire. Et ça retire l'attention de l'individu qui peut-être a de la difficulté. Alors, il faut faire attention avec toutes nos réponses. Bien dit. Alors, les questions rentrent furieusement et c'est vraiment excitant de voir tout ça. Alors, la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des exercices physiques autres que le toucher que les patients et leurs partenaires peuvent faire pour aider le processus intime après un diagnostic? Alors, le mot intimité est difficile parce que l'intimité, c'est une connexion émotionnelle. Fait que si on parle de sexe, alors le toucher, c'est vraiment la première place où on commence. Et les exercices de sensibilisation dont j'ai parlé, c'est une façon de retirer l'amour pénétratif dans un bout. Et ça donne l'opportunité aux gens de passer outre leur peur justifiée d'avoir un problème. Et peut-être aussi, ça aide à élargir le répertoire sexuel des couples, qui souvent est très, très basé sur la pénétration. Puis on sait, le plus les gens vieillissent, les hommes et les femmes, sont plus intenses, plus directs. La stimulation est plus nécessaire pour l'excitation. Alors, je pense que il y a un but aux deux exercices. Puis, il y a un but pourquoi ça a commencé dans les années 60, parce que ça marche. Et naturellement, la communication honnête. Je préfère si tu me touchais pas là. J'aime être touché ici. C'est comme ça que j'aime ça qu'on me touche. Euh, Bouger la main de quelqu'un, c'est tellement important. Merci pour ça. J'adore la prochaine question. Est-ce qu'il y a des suppléments de la nourriture qu'on pourrait suggérer qui aideraient avec certains des changements sexuels, comme la perte de collagène ou l'hormone? Alors, malheureusement, non, parce que ça serait fantastique si c'était le cas. Alors, manger des bananes et peu importe. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peu importe les annonces qu'on va voir en ligne, est-ce que vous allez entendre des gens c'est, par exemple, que manger du collagène, que ce soit des poudres dans les smoothies ou les pertes de suppléments, ils passent à travers les intestins et dans le système intestinal et ils ne se ramassent pas dans le plancher pelvien. Alors, une bonne nutrition est bien sûr importante. Boire des liquides pour rester hydraté. Il faut juste faire attention quand il y a des promesses qui ont l'air incroyables parce qu'ils sont probablement incrédibles, en fait. Oui, et merci de le dire comme ça. Et absolument, manger santé, il y a eu plein de belles conversations à la conférence sur l'importance, semble être ce que l'air être utile, mais tu sais, bien manger, bien dormir, l'hydratation, la bonne nourriture. Oui, c'est une collection. Ne pas oublier l'activité physique et je ne peux pas le mentionner assez. Oui, ça doit être très important pour l'image corporelle. Alors, comment on encourage les patients et les professionnels de partir la conversation sur les besoins sexuels pendant les traitements? Il y a une grosse composante psychologique. Peut-être que les patients
sont gênés, peut-être que les partenaires ne veulent pas amener ce sujet-là pendant un traitement de cancer. Alors vous avez donné beaucoup de bons sur comment avoir la conversation, mais comment on passe au-dessus de la gêne initiale. Oui, pas facile parce qu'on veut protéger les sentiments des partenaires. On veut pas qu'ils se sentent dans un coin. On veut pas être vulnérable devant un partenaire. Ce qui est en fait une composante essentielle de l'intimité. L'intimité, c'est la capacité d'être vulnérable devant quelqu'un. Des fois, écrivez-leur une note. Ok, je peux vraiment parler à propos de ce qui se passe entre nous. Est-ce qu'on peut prendre le temps de faire ça? Euh, Mettez le téléphone sur silencieux. N'ayez pas la conversation dans la salle, dans la chambre à coucher parce que faut parler des choses comme les changements sexuels. Euh, Laissez sortir le chien. Mettez le chat dans la cave pour qu'il ne vous dérange pas. Tu sais, on va parler pendant 20 minutes puis on va arrêter. Parler au je. Je me ressens pas, tu me fais ressentir. Je sens. Et l'autre chose, c'est en parler avec les donneurs de soins, les professionnels de santé. Alors, c'est très important. Comment on dit à un professionnel, OK, il y a un problème, j'ai besoin d'aide. Et encore une fois, euh, déclarer au début, OK, j'ai des questions à propos de changements que moi j'ai eu. Alors, laissez savoir qu'ils ne peuvent pas disparaître quand leur agenda est terminé, qu'eux, ils doivent rester. Des fois, il faut faire un autre rendez-vous pour avoir les questions, des réponses aux questions. Oui, et ça, je pense, c'est un bon point dans la dernière question. Euh, Est-ce que la thérapie devrait être faite individuellement ou en tant que couple, ou est-ce qu'il doit y avoir des circonstances qui déterminent quand je fais ça pour moi versus je le fais en tant que couple? Ça serait quoi le conseil? Oui, je pense qu'un rendez-vous individuel, c'est souvent où les gens veulent commencer. Et certainement, quand moi je vois des couples, ça va souvent commencer comme un rendez-vous individuel. Et je vais dire de façon répétée dans l'interaction, OK, vous n'allez pas réparer ce problème-là tout seul. C'est vraiment un problème de couple. Alors, le partenaire doit être là. Est-ce qu'on peut rencontrer ensemble prochainement? Et souvent, je vais voir le partenaire individuellement pour avoir une compréhension de c'est quoi leur problème, c'est quoi leur peur et leurs inquiétudes, toutes les choses qui sont passées quand ils étaient jeunes, dans leur famille. C'est vraiment, vraiment utile pour comprendre ce qui se passe et je vais présenter très gentiment une question quand je parle le couple ensemble. Et ça rend les choses faciles pour le partage. J'espère qu'on j'aurais aimé avoir un autre 40 minutes avec toi et basé sur les questions, on pourrait passer 40 minutes. Alors, je voulais d'abord et avant tout te remercier de t'être joint à nous. Personnellement, j'ai vraiment adoré connecter avec toi dans ce sujet-là. C'est tellement rafraîchissant et ça a beaucoup de valeur. Merci d'être avec nous. Merci et merci à CCC pour avoir fait ça. Et pour ceux qui n'ont pas eu les réponses à vos questions, je l'ai dit souvent, mais l'équipe derrière, ils vont prendre toutes les questions et faire le mieux qu'ils peuvent de trouver les réponses dans les prochaines semaines.